Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et bien sûr, on va s'attaquer sur une pochette de DVD. Bon, c'est pas très surprenant, mais bon, vous avez deviné si vous avez vu la miniature. Donc le DVD sur le Target classique des King of the Ring de 1995 à 1996. Donc bien sûr, pour nos amis français, 1995 et 1996. Donc c'est ce DVD-là auquel on va s'attaquer. Et il y a eu pas mal de choses à en dire vis-à-vis de ce pay-per-view, donc de King of the Ring bien sûr évidemment. Et, euh, et forcément c'est l'occasion idéale d'en parler forcément. Donc je rapproche mon trépied parce que là je suis vraiment sur mon bureau et vu comment je rencontre un petit peu des difficultés quand je suis assis par terre ou justement assis sur une chaise quand c'est sur mon lit. Donc pour ça, j'ai préféré dire oh ben je vais changer un petit peu, je vais essayer sur le bureau, ce sera moins compliqué pour moi. Et du coup, voilà tout. Donc voilà. Donc vous avez la jaquette, les DVD, vous savez qu'il y en a deux. Ah. Environ ce DVD-là, il dure, je sais pas, à eux deux, à mon avis, ils forment sûrement 2 heures et quelques. Ça, forcément pas sûr. Comme d'habitude, il est en anglais, donc il n'a pas de version française. Et du coup, ben, on va s'attaquer, hein, vu comment il y a pas mal de choses à en citer. Tout ce que je sais, il y a un match dans le pré-show. Ouais, parce qu'apparemment, à l'époque, ça faisait déjà dans le pré-show. On a Savio Vega contre IRS, donc Irwin Erschwister slash Mike Rotunda, ou Rotundo, qui se qualifie pour le tournoi du King of the Ring. Donc forcément, c'est Savio Vega qui le bat. Puis ben, dans la carte principale, ben, il affronte encore une fois Savio Vega, Yokozuna cette fois-ci. Et d'ailleurs, j'ai pas besoin de dire de qui il a accompagné, vu comment c'est fort évident, Mister Fuji, Jim Cornette. Donc il n'y a pas besoin de trop en citer là-dessus, si ce n'est que on pourra souligner et citer que c'est victoire de Savio Vega qui bat Yokozuna. Bien sûr, en temps réel, si, s'ils auraient voulu, ça aurait été victoire de Yokozuna, mais forcément, non, pas du tout. Là, c'est clairement victoire de Savio Vega. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Si ce n'est que bah, victoire de Savio Vega. Donc, pour le match du pré-show, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est un 3,10. Et celui-là contre Yokozuna, 3,20. Et bien sûr, ça poursuit encore avec un autre match suivant. The Roddy Jesse James, donc, qui sera bientôt connu sous le nom de The Road Dogg, accompagné par Double J Jeff Jarrett, contre celui qui se fera appeler Hardcore, mais que là on l'appelle Bobbly. Donc vous avez bien compris, c'est Hardcore Bobbly, et auquel match sous le papier intéressant. Est-ce que ça vole plus haut? Pas tant que ça, clairement pas tant que ça. Si ce n'est qu'il n'y a pas trop grand-chose à en rajouter là-dessus et que c'est victoire de Jesse James, tout simplement. Donc, il faudrait que j'essaie de me trouver parce que là, je suis un petit peu perdu. Donc, ce match-là, 3,5, tout simplement. Ensuite, ben, on a un match entre Shawn Michaels contre Kama, donc, qui sera plus tard lui aussi surnommé The Godfather, et auxquels les deux vont tellement durer dans les temps, tellement durer longtemps que ça va forcément poser un tout petit peu problème, mais pas grand-chose non plus, à se dire que ah, c'est si problématique que ça. Mais disons que vu comment les deux se sont beaucoup venus aux mains, se sont beaucoup foutus sur la gueule, et que à la foulée, ben, il n'y a pas de victoire de Michaels ou de Kama. Pourtant, je m'attendais à une victoire de Shawn Michaels. Mais ça s'est terminé en match nul. Donc, suite au temps limite. Et du coup, bah, certes, c'était pas mal. Mais c'est vrai que la fin de match, un peu décevante. Mais qui nous sommes pour contredire, si ce n'est que, voilà, c'était plutôt pas mal.
plutôt pas mal dans le sens où il y avait pas mal de choses à faire, mais c'est 3,40 pour ce match-là. Ensuite, ben, on a Mabel, qu'on connaîtra bien sûr lui aussi sous le nom de Viscera ou The Big Daddy V, bien sûr, qui va affronter tout simplement l'Undertaker, que lui, on sait de qui il est aujourd'hui, et auquel, si je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'il y a une anecdote, je crois que c'est à ce match-là, ou peut-être plus tard dans l'année 95, ou 95 si vous préférez, auquel ben, Mabel va entre guillemets briser le visage de l'Undertaker et par la suite ne voudra pas trop prendre du plaisir à travailler avec Mabel, à part l'avoir dans son coin. Pourtant, par la suite, il en fera des matchs avec Viscera, sans cette fois-ci se blesser. Mais il me semble que c'est dans ce match-là, hein, parce que j'ai pas tellement trop vu, parce que la veille, j'étais un peu fatigué, donc j'ai un peu vu les quelques morceaux de ce match. Mais j'imagine que c'est à cette période-là auquel ben, il sera entre guillemets défiguré. Et pourtant, bah, c'est victoire de Mabel et pas de Undertaker. Dommage. Et d'ailleurs, il y a un truc que vous ne saviez peut-être pas et que même moi je savais pas que c'était cette année-là auquel ils étaient là. Mais sachez que des futures stars de la division par équipe et même solo qui vont révolutionner bah, la génération NT1, la génération Catch Attack, génération Puissance Catch, j'en passe des mots que je pourrais citer, mais des certains Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy, ils étaient présents pendant ce show-là, mais en tant que garçons qui ouvrent les portes aux combattants pour devenir les rois du ring. Donc quand je les ai vus, je me suis dit ah ouais, ils étaient dans cette année-là les les garçons de qui ouvrent les portes et tout. Vu comment aux yeux des officiels et vu comment ils avaient beaucoup de preuves à prouver pour l'entreprise, à l'époque c'était des jobbers. Donc ouais, c'est très surprenant de voir les Hardy dans ce genre de registre-là. Et pourtant, c'est arrivé ce qui est arrivé. Et du coup, bah voilà, je pense que j'ai assez dit sur les Hardy, si ce n'est que très étonnant de le découvrir sous cette manière-là. Il y a eu pas mal de vignettes, je vais pas vous mentir, il y a eu pas mal de vignettes, mais est-ce que c'est intéressant à trop en dire? Pas tant que ça. Et le match auquel j'ai oublié de dire pour Mabel, mais c'est 3,20. Donc je rattrape ce que j'ai manqué. Et là maintenant, ben, Savio Vega, ben, encore lui, il affronte cette fois-ci The Rowdy, Jesse James, et auquel, ben, certes, le match. Disons que les matchs entre les deux sont pas tellement ouf, 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 mais ils essaient de rendre ça la chose plus divertissant, même si on n'est pas forcément emballé. Je sais pas comment le décrire tout ça, mais je dis ce que je pourrais dire, mais c'est pas évident à répondre à la question évidente. Donc je le reconnais, ma question n'est pas facile à trop retenir. Mais enfin bref, toute façon, ce n'est pas victoire bah, de Jesse James, c'est victoire de Savio Vega. Donc ce match-là, c'est 3,40. Et au passage, je l'avais complètement oublié de le citer au début, mais Savio Vega, il était accompagné par Razor Ramon slash Scott Hall. Donc il était accompagné par lui. Et voilà, à mon avis, ils ont voulu faire association cubain-portoricain, même si, euh, même si on sait que Scott Hall n'est pas réellement cubain. C'est juste qu'il s'est inspiré du film Scarface pour s'en inspirer de ce personnage. Enfin bref, enfin bref. Et je crois que c'est plus que 3 matchs, donc si je dis pas de bêtises. Là, c'est un match auquel ben, le perdant doit embrasser les pieds de l'autre. Donc entre Bret the Hitman Hart contre Jerry the King Lawler. Donc Kiss My Foot match. Ce match, il est présent dans le coffret de King of the Ring en best-of.
et auquel je ne pense pas que je l'ai vu dans d'autres DVD. Je ne pense pas que celui de Bret Hart il est présent. Enfin, je me rappelle plus. Faut dire maintenant, je me souviens presque plus de tout ce qu'il y avait. Pourtant, je m'en rappelais que j'en avais commenté. Mais là maintenant, je n'arrive plus à m'en souvenir. Mais tout ce que je sais, c'est que bah, ce match est présent dans le coffret du King of the Ring et auquel, bah, sans grande surprise, certes, Jerry Lawler, il avait une rivalité contre la famille Hart et surtout contre Bret Hart, notamment en allant dans le trash talking, en allant dans ce terrain un peu plus rabaissant, ignoble vis-à-vis des Hart et auquel il prend un malin plaisir à les provoquer, à dire que c'est des hypocrites, des merdes et tout. Donc certes, Jerry Lawler n'a pas que du positif à dire sur la famille Hart. Dans le point de vue de kayfabe, hein, ça n'a rien à voir avec, avec ce qui se passe dans la vraie vie, vu comment dans la vraie vie, ils se respectent. Et déjà à l'époque, ben, Jerry Lawler, ben, il se fait déjà insulter de Burger King. Donc oui, roi des burgers. Alors que là, le gars, il suffit qu'il se dégueulasse lui-même son pied droit ou son pied gauche pour qu'on nous force à l'embrasser ses pieds royaux dégoûtants. Et auquel, ben, certes, Bret Hart a accepté ce match-là, et il va lui répondre également par l'humiliation, je pense 2 fois dans le match. Après qu'il y avait des interventions de Hakushi, parce que Bret Hart va s'en occuper si facilement de Hakushi, que par la suite, certes, il a eu des offenses, Jerry Lawler, donc les offenses, il en a eu, mais ce sera Bret Hart qui va clôturer le match avec un sharpshooter, et du coup, suite à ce violent sharpshooter, il n'a pas le choix que d'abandonner. À la fin, ben, Bret Hart il enlève ses bottes de combat et lui fait goûter son orteil, ses pieds entiers, l'air de dire vas-y, mange ça, c'est bon le bon camembert, allez, c'est bon. Quelque chose comme ça, ouais. Et après, ben, pour encore plus enfoncer le clou dans la plaie, ou le couteau dans la plaie si vous préférez, eh bien, il va lui retirer sa botte qu'il avait déjà enlevée pendant le match pour utiliser contre son adversaire, lui retirer les chaussettes et de le faire embrasser son propre pied. Donc oui, son propre pied dégueulasse. Et voilà comment il sort grandi de ce match-là alors qu'il a déjà gagné. Mais bon, certes, c'est victoire de Bret Hart. Et ce match-là, c'est un 3,50. Me demandez pas pourquoi j'ai mis ça, c'est juste que je savais pas quoi en mettre à l'époque dans ce DVD du coffret du King of the Ring, mais la notation ne change pas. Donc voilà, maintenant, bah, plus que 2 matchs après c'est terminé. Mabel contre Savio Vega. Donc ce match-là, certes, il était un tout petit peu long pour durer le suspense, mais vu comment je sais qui va gagner, ce serait pas étonnant si je vous le dis direct. Et excusez-moi, j'ai un tout petit peu le hoquet. Donc c'est un petit peu compliqué à poursuivre avec ce genre de hockey, mais auquel je vais essayer de le répondre à la question auquel vous voulez attendre. Eh bien, sachez qu'avant tout, c'est victoire de Mabel qui bat Savio Vega et qui devient le roi du ring. Et c'est pour ça, comment on l'appelle, The King Mabel, tout simplement. Et Mo devient Sir Mo, tout simplement. Donc, pas trop grand chose à en dire, ce n'est que victoire d'un nouveau roi. Et auquel, bah, certes, est-ce que ça va le mener vers les sommets? Non. Malheureusement, non. Pas du tout pour Viscera. Dommage pour Big Daddy V, mais bon, non. C'est non, catégoriquement. Donc maintenant, bah, le main event de ce pay-per-view King of the Ring de 95, eh ben, c'est tout simplement The Big Daddy Cool Diesel, donc Diesel, Kevin Nash, avec Bam Bam Bigelow contre The Million Dollar Corporation. Donc équipe composée de Sid, Sid Justice, Sid Vicious, ou plus précisément Psycho Sid et Tatanka, qui étaient accompagnés par The Million Dollar Man Ted DiBiase Senior. Et auquel match aussi, ça a été long pour faire durer le suspense auprès de la foule, qui
plus tu ne dévertis pas à fond, plus la température de la hype baisse, diminue peu à peu. Mais quand ça commence à monter, c'est sûr, les températures montent et la hype grandit de plus en plus. Et du coup, ben, j'ai pas trop grand-chose à dire, si ce n'est que ça aurait été victoire de la Million Dollar Corporation ou de Diesel et de Bam Bam Bigelow, peu importe, tant qu'on a un combat de mastodonte, c'est tout ce qui nous apporte. Et du coup, bah, ce match-là, bah, c'est Kevin Nash et Bam Bam Bigelow. Tout simplement, rien d'autre à en déclarer, si ce n'est que je passe directement bah, au 96 cette fois-ci. Et dans le 96, il y a pas mal de trucs à en citer également. D'ailleurs, pour les chiffres, je sais pas si je vous en ai parlé, euh, entre Savio Vega et Jesse James, c'est 3,40. Entre Mabel et Savio Vega, 3. Et enfin, pour ce match-là, le dernier, c'est 3,50. Donc oui, je sais, les chiffres sont les mêmes, mais bon, ça c'est plutôt un avis subjectif. Ça sert plus à rien d'avoir un avis objectif, puisqu'avant tout, on peut pas tout le temps être objectif, forcément. Mais bon, dans le King of the Ring 96, on a dans le pré-show, d'ailleurs je pense qu'on a eu deux matchs dans le pré-show, pour le main event auquel je vais en parler et l'autre de maintenant. Donc match par équipe entre les Body Donas, Skip et Zip contre The New Rockers, Marty Jannetty et Leif Cassidy, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Al Snow. De toute façon, pas trop grand chose à en citer. Victoire des Body Donas, c'est 3,20. Donc tout simplement, maintenant dans la carte principale, oui, déjà dans la carte principale auquel je vais en citer, eh bien, on a The Ringmasters. Alors, qui c'est ce Ringmasters? Eh bien, sachez avant tout, il s'agit de nul autre que Stone Cold Steve Austin, qui affronte tout simplement Marc Mero. Et après pas mal de trucs à en dire sur ce match-là, je pense que c'est dans ce match-là auquel ben, il va être ouvert au niveau de la lèvre et que après avoir terminé son match, il ira se faire les points de suture à l'infirmerie ou à l'hôpital, je crois, et de recombattre par la suite. Il me semble que c'est cela, pas sûr, mais je pense que c'est ça, hein. J'en suis pas trop convaincu, mais tout ce que je sais, c'est que c'est lui qui bat Marc Mero et que c'est 3,20. Et là, ben, vu comment après cela, ben, on a encore un autre match suivant. Et ce match suivant pour la finale. Oui, parce que j'en parle pas beaucoup, mais la finale, ce sera pour plus tard. Mais bref. Jake de Snake Roberts contre The Big Van Vader. Et dans ce match-là, je pense que tout est écrit. Si vous avez vu ce DVD ou pas, ou un des DVD de Steve Austin, vous savez tout simplement qui entre Roberts et Austin va gagner, mais on va y revenir. Mais disons que c'est victoire de Jake Roberts par disqualification parce que Vader a tellement mis la marave à Jake Roberts que ça a fini en disqualification et auquel ben, Jake Roberts est totalement très mal en point. Donc voilà, comme quoi on peut pas toujours être au top, forcément. Du coup, ce match-là, c'est un 3,40. Donc voilà. Puis on a encore un match par équipe, cette fois-ci entre The Smoking Guns, donc Billy Gunn et Bart Gunn, contre The Godwins, donc Henry O. Godwins et Phineas E. Godwins, accompagnés par IBDG. Et si je dis pas de bêtises, les Smoking Guns est accompagné par Tammy Lynn Sitch, donc Sonny. Il me semble que il me semble que je me trompe pas, hein. J'essaye d'être au minimum plus concentré et auquel, ben, certes, c'est pas toujours facile pour moi, mais il me semble que c'est ça. Je pense l'avoir noté, mais je ne pense pas l'avoir déjà noté. Non. Non, je n'ai pas noté, mais il me semble qu'elle était présente, comme pas mal d'autres personnes auxquelles ils sont présents, mais que je peux pas trop citer de nom, sinon je n'ai plus forcément de place à en citer. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est victoire des Smoking Guns qui bat les Godwins, et c'est 3,40.
Donc, tout simplement, voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Si ce n'est que encore un autre match, The Ultimate Warrior contre Jerry the King Lawler, et auquel, sans grande surprise, je pense pas que Jerry Lawler aurait eu la moindre chance de battre The, The Ultimate Warrior, vu comment c'est fort évident. C'est victoire de Ultimate Warrior qui bat Jerry Lawler. Et que ce match-là, ben, 3,5, forcément, 3,5. Ensuite, ben, match très troublant entre Mankind contre Undertaker. Et ce qui est sûr, c'est que ce match-là, je sais qu'il est présent dans le DVD de Deadman Matches de l'Undertaker, vu comment je me rappelais l'avoir déjà cité, et auquel ben, j'avais pas forcément trop détesté, mais je me rappelais qu'il était plutôt bien. Bon, après, les goûts et les couleurs de chacun, ça parle pour beaucoup, mais il faut savoir essayer d'aimer. Et si on aime ce qu'on voit, ben forcément, c'est qu'on aime de regarder ce qu'on voit. Donc forcément, après pas mal d'échanges et aussi bah, de comment on sent que Foley, il suffit qu'il lâche un cri d'une truie comme s'il était forcément paniqué ou en colère, bah, que ça nous laisse un peu perplexe, de manière très troublante de se dire oh purée, c'est dérangeant de comment il fait ça, mais on est dans l'immersion tout simplement. Tout est question de l'immersion. Et auquel, ben certes, ça part en fight. T'as Paul Bearer qui essayait de ajouter de la puissance à l'Undertaker, mais en vain. Et que, comme si la puissance ne venait pas de l'Undertaker, mais plutôt de Mankind. Et que voilà comment on arrive aux graines de vraie rivalité entre les deux. Dans ce match-là, excusez-moi, dans ce match-là, je pense que l'Undertaker a voulu en terminer très rapidement, mais ce sera Mankind qui va réussir à placer sa mandible claw dans la bouche de l'Undertaker, à tel point que l'Undertaker par la suite il essaiera de se débattre, mais de manière très difficilement. Et pourtant, au bout d'un moment, il ne va plus se débattre, il va être KO et il peut plus réagir. Donc ce qui est sûr, c'est que grâce à ce Mandible Claw, c'est victoire de Mankind et il peut se targuer d'avoir battu Undertaker de manière très clean, même si leur rivalité était loin d'être terminée à cette période-là, vu comment ça ne faisait que se continuer. Mais au moins, il y avait de la continuité et des histoires auxquelles ils ont du sens, que pas beaucoup longs, justement. Donc après, c'est que uniquement mon avis. On est d'accord ou pas, peu importe. Donc ce match-là, je lui ai mis à l'époque 3,20. Ensuite, ben, Ahmed Johnson contre Goldust, toujours accompagné par Marlena, donc une certaine Terry Runnels ou anciennement Madame Rhodes. Bref, vous avez compris, Dusty Rhodes contre Ahmed Johnson. Je pense que ce match-là tourne autour de... certes, Goldust, il a un personnage pour adulte très caractéristiquement lié au sexe, il me semble, et auquel, ben, certes, on est un peu troublé et un peu choqué de voir le comportement de Goldust, qui fait plutôt travelot sous le coup là, mais disons qu'à l'époque ça fonctionnait. Au lieu d'un personnage qui n'allait pas fonctionner, lui il avait fonctionné. Ça l'a pas mené vers les sommets, mais au moins ça a beaucoup occupé la mid-card. Et ça pour moi c'est tout ce qui compte. Tant que tu fais occuper la mid-card et que si on te dit que t'es pas apte pour le main event, forcément faut pas trop les juger au tort, tout simplement. Et je crois que ça parlait autour de ça et que Ahmed Johnson n'aime pas se faire embrasser par un autre mec. Donc pour lui, ça le dégoûte. Vu comment c'est un gars de la street, faut pas trop énerver les gens de la street. Et ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que ben, ce n'est pas Ahmed Johnson qui va forcément. Attendez, j'allais dire une connerie.
qui n'allait pas forcément se faire battre par Goldust. J'allais dire qu'il allait se faire battre, mais non. Donc c'est plutôt Goldust qui ne va pas réussir à obtenir la victoire sur Ahmed Johnson, mais bel et bien Ahmed Johnson qui a réussi à battre Goldust et de lui donner une correction, une bonne leçon de tout ce qu'il y a de plus normal, tout simplement. Donc voilà. Donc je poursuis encore avec un autre match. Et ce match en question, ce match-là, je sais qu'il était destiné pour être dans le pré-show du main event. Donc Hunter Hearst Helmsley, qui dit Paul Levesque, ou qu'on connaît bien sûr sous le nom de Triple H, qui a affronté Aldo Montoya, donc un personnage espagnol qui a été... non, pas espagnol, portugais, pardonnez-moi. Donc il est aux couleurs du portugais et sous le masque et se cachait plutôt Justin Credible. Donc c'était Justin Credible qui était dans ce genre de déguisement d'Aldo Montoya. Et ce qui est sûr, c'est que ce match, pas besoin de trop en citer de plus en longueur, si ce n'est que c'est Triple H qui va battre Justin Credible, donc Hunter Hearst Helmsley qui bat Aldo Montoya, et que c'est 3,20. Voilà, alors que dans le match précédent, c'était 3,40. Et ensuite, plus que deux matchs après, c'est terminé. Et pour terminer, Stone Cold Steve Austin contre Jake the Snake Roberts. Et ce qui est sûr, c'est que les deux sont en finale et l'un a su récupérer, l'autre est très très mal en point. Et voilà comment débute la démolition de Jake Roberts de la part de Stone Cold qui ne va faire que s'acharner sur les faiblesses de Jake Roberts. Il s'acharne, encore il s'acharne et qui va conclure la victoire tout simplement en le battant Jake Roberts pour devenir le tout nouveau roi du ring. Et ce qui est sûr, c'est que Austin, on le connaît, il va nous taper l'une de ses meilleures promos qu'il a bien fait connaître et qu'il a fait un nom à la WWE. Donc, oubliez les gens 316 parce que Austin est là pour te botter le derrière et que ça fait aussi pas mal de références au passage de la Bible aussi. Donc pour moi, c'est pas très surprenant. Je l'ai beaucoup cité et beaucoup dit aussi sur ce match-là. Donc pour moi, pas très étonnant. Mais si ce n'est que c'était pas mal et que ce match-là, 3,5. Voilà, pour moi, c'est un 3,5. Et enfin, pour terminer, le vrai main event pour le titre de la WWF à l'époque, donc WWE. Shawn Michaels accompagné par José Lothario contre The British Bulldogs Davey Boy Smith accompagné par Diana Hart Smith, donc la sœur de Bret Hart et d'Owen, mais également la femme de British Bulldog est également accompagnée par Jim Cornette. Alors que Owen il était aux commentaires pendant toute la soirée, mais pour moi c'est comme s'il a été accompagné. Et en arbitre spécial, eh bien, on a Mr. Perfect, Kurt Hennig, qui allait sûrement commenter le match, mais vu comment, entre guillemets, l'ex-président de l'époque, du point de vue kayfabe, Gorilla Monsoon, a souligné comme quoi, certes, Mr. Perfect serait l'arbitre du match, mais uniquement à l'extérieur pour éviter qu'il y a de quiproquos et d'arnaques autour du match de championnat entre Bulldog et Shawn Michaels. Donc ce qui est sûr, ça met Cornette et Bulldog et qui sait même toute la famille dans une rage folle et pourtant n'a pas le choix d'accepter les ordres de Monsieur Gorilla Monsoon. Et là, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une clinique de catch. Vraiment une clinique de catch entre les deux. Et à tel point que je m'étais dit, même en regardant aujourd'hui, je m'étais dit, est-ce qu'ils vont au moins finir le match? Parce que ça se voit qu'ils aiment trop durer dans les temps. Sans avoir l'air d'un match 5 stars, ils veulent montrer à quel point ils peuvent en faire de l'art sans être un 5 étoiles. Parce qu'avant tout, c'est pas là trop la priorité. Pas mal de spots en tout genre.
les deux arbitres, que ce soit l'arbitre Earl Hebner et l'arbitre spécial Mister Perfect Kurt Hennig, ils savent comment bien se mettre en retrait sans pouvoir gêner l'un comme pour gêner l'autre. Au moins, ce qui est sûr, c'est que ils ont laissé les deux catcheurs faire le taf en travaillant dur sur l'un comme sur l'autre et que après pas mal d'échanges et que ça a été très éprouvant pour les deux, ce sera Shawn Michaels qui va tout simplement lui claquer un body slam, lui donner un coup de pied au visage, la descente du coude et enfin le switch en musique pour le compte de 3 même si il y avait Mister Perfect qui est arrivé un peu en retard mais il a fait le tomber. Et bien sûr, c'est toujours Shawn Michaels, le toujours champion de la WWF, et auquel ben, il va pas trop longtemps célébrer sa victoire, vu comment il s'est fait. Enfin, il allait se faire attaquer, mais nul autre que Owen Hart. Et du coup, il a voulu lui donner un Utsugeri en plein dans la figure, en plein dans la tempe de Shawn Michaels, qui a failli. Si je crois bien le témoignage, a failli le mettre à la moitié à la retraite. Mais ça, c'est du point de vue kayfabe, hein, vu comment dans un des matchs, ben, Owen Hart a déjà fait un Utsugiri dans la tête de Shawn Michaels et que suite à ce fort impact, ça a créé l'illusion comme quoi Michaels n'allait pas très bien. Et ça, on pourrait dire que c'est du coup de génie. Et pourtant, il arrive à les maîtriser. Owen, tout comme Davey Boy. Et pourtant, il se fera attaquer par Vader. Et ce qui est sûr, c'est que c'est du 3 contre 1. Même si on va avoir intervention de Ahmed Johnson. Mais même Ahmed Johnson, il va se faire allumer par ben, la nouvelle Art Foundation 2.0. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas lui faire de cadeau. Jusqu'à ce que on a une idée de fou. On va faire un énorme splash sur Shawn Michaels. Donc les deux lui tiennent les bras et les jambes. Et pourtant, ben, Vader ne va pas effectuer l'un de ses prises, vu comment Ultimate Warrior pousse tout le monde et commence à asséner des violents coups de la corde à linge sur Bulldog et sur Owen pour sauver tout simplement Shawn Michaels et Ahmed Johnson. Et voilà comment ce show se termine enfin pour de vrai. Et auquel ce match-là aussi, je lui avais mis à l'époque dans le DVD de Shawn Michaels 3,5. Et auquel j'espère ça aura été satisfaisant. Donc tout simplement, j'espère que ça vous a pas rendu bizarre de voir à comment je pourrais utiliser l'environnement de cette manière-là. Donc en gros pour résumer, les matchs, les segments, promos et l'ensemble de ce Target Classics de King of the Ring, bah disons que je lui mettrais un 3,80 et que je pense que ça vaut peut-être le coup, même si encore une fois c'est uniquement mon avis perso. C'est pas l'avis de chacun, c'est que mon avis perso. Et voilà comment je clôturais cette vidéo. Et pourtant, avant de vous quitter, je vais vous montrer un dernier truc. Et après, je vous quitte. Donc, je vais un tout petit peu couper et on va y revenir tout de suite. Donc voilà, je repoursuis. Donc vu comment j'ai encore fait un tout petit peu des folies, ben, je me suis dit c'est peut-être l'occasion d'en parler des DVD à venir. Vu comment je sais que pour le King of the Ring, il manque... attendez, si je vérifie bien, le 97 et 98 à en citer, auquel ça va arriver un peu plus tard, parce que là, je vais m'occuper des In Your House. Eh bien là, je vais vous montrer les deux à la fois pour vous montrer à quel point il y aura d'autres DVD de review à venir pour les Target Classics. Donc du coup, je vous les montre. Et du coup, ben, ce sera King of the Ring 99 et 2000, donc 1999 et 2000. Et enfin, les Survivor Series, auxquels, ben, sachez que celui-là, donc Survivor Series 2000, j'en avais déjà parlé. Et du coup, ben, je pense pas que ça vale le coup de faire une review, si ce n'est que je vais citer les noms et puis basta. Et pour le prouver, je pourrais mettre une vidéo de ce pay-per-view là, si ça vous intéresse. Mais enfin bon, moi ce qui m'intéresse c'est celui de 99 parce que celui-là il était pas facile à trouver quand je l'ai chopé. Et du coup je me dis, celui-là ça vale le coup d'en parler. Il y a pas mal de choses à en citer. Donc au moins ce qui est sûr c'est qu'on aura deux DVD à en parler à l'avenir.
Si j'espère que je vais accélérer le rythme parce que maintenant, je suis plus dans les rythmes, que j'avais auparavant, mais j'essaye de tenir malgré tout et voilà, je pense que tout est dit et dit. Et moi, je m'arrête ici. Donc, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut!